この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Alors, donc tout ça, ça vient de... Bah déjà, merci à tous d'être là, c'est très cool. J'ai prévu une petite heure en tout. Ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de ce que vous ressentez, puis voir un peu si ça vous intéresse ou pas, quoi. Donc, pourquoi je fais ça? Parce qu'initialement, donc, on avait des discussions avec notamment Magmaka, Makumba, sur des méthodes de trading dits quantitatifs, c'est-à-dire par opposition à discrétionnaire et par opposition à de l'analyse technique. Et j'ai essayé de partager des petits trucs pour essayer bah, un peu de vous intéresser à d'autres trucs, et puis aussi, en fait, c'est à cause de M1, parce qu'il m'avait l'air de prendre le chemin de l'analyse quantitative. En fait, j'avais pas compris que c'était juste un gros hacker, quoi. Donc, c'était un peu dur au début. Et aussi parce que j'ai un petit projet sur lequel je travaille depuis quelques années, et j'ai fait profiter pas mal de mes proches. Et là, je vais faire rentrer quelqu'un qui connaît pas trop l'analyse quantitative. Et donc, vous allez aussi m'aider à affiner ma présentation, ma qualité d'explication et tout. Donc, ouais, j'espère que ça va être, voilà, tout le monde va trouver son compte et puis ça va être pas trop chiant surtout, hein. Il y a plein de slides, vous voyez, mais c'est plus un support pour la discussion. Alors, j'ai pas réussi comment le faire, mais Monarch m'a fait l'honneur et le plaisir de faire un son de sponsoring que j'ai pas réussi à télécharger comme un gogol. Mais donc en gros, ouais, c'est ça. Dans la plupart des émissions japonaises et les dessins animés japonais, souvent vous entendez cette phrase-là, Kono Bangumi. Donc cette émission vous est présentée ou vous est présentée avec l'aide de telle et telle personne. Et donc là, le premier écran, c'est pour ça, c'est pour remercier Monarch de me donner l'opportunité de faire ce petit pitch. Alors, interrompez-moi, coupez-moi la parole, faites des blagues. Vraiment, si on peut éviter que ça soit un monologue chiant, c'est pas mal. Donc, en gros, comment j'ai prévu de faire ce truc-là? On peut adapter, hein, dites-moi hein, si ça va pas. Mais en gros, de commencer par faire un genre de... Ah ouais, j'ai fait du mid-journée, vous avez vu, c'est beaucoup de travail. Donc en gros, l'idée c'est de faire un truc un peu théorique, pas trop chiant j'espère, et d'ensuite ouvrir le TradingView que peut-être Macombat t'avais vu, Magmaka aussi tu l'avais vu, et de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut appliquer les trucs théoriques. Ou tu te rappelles Je t'avais envoyé sur le TradingView. Oui, Hein. je sais. Exactement. Ouais, je l'ai Ouais. encore. Ah ben voilà, donc ça sera la partie pratique, ça sera ce truc-là. Donc, alors je commence. Je sais, en fait, je connais personne. Donc j'ai commencé avec une question pour voir qui c'est qui avait un peu de background dans ces trois trucs-là. Bon, Monarch, toi, je sais, finance de marché, voilà. Je sais que tu as un background aussi détail. d'ingénieur. Mais voilà, est-ce que les autres, vous avez des bases ou des connaissances dans un de ces trois trucs-là, finance de marché, maths, conception logicielle? Bah, en vrai, finance de marché, du coup, Qui a dit? comment? Nickname. Nickname, t'es sur le... Ouais, je vais éteindre parce que ça, c'était juste pour te répondre. Moi, je sais travailler sur des automates de trading en développement. Sans déconner. Après, j'ai pas fait de maths. Hein. Ok, ok, cool, cool. À la Société Générale, c'était puis chez Natixis. Non, ah ouais, t'as fait du COBOL. Ça va, je kiffais. T'as pas le COBOL. Moi, je trace des triangles, j'ai tout appris chez Cryptomatrix. Ah bah ça c'est la base, hein. Cryptomatrix, Crypto Millionnaire, vraiment tous les plus grands, hein, je pense, hein. Exactement. Picsou. Non, il n'y a pas de Picsou. Il y avait pas une histoire de Picsou sur le Discord aussi? Si, je crois qu'il y a un mec qui s'appelait Topixou, je sais pas quoi. Picsou Millionnaire. Et Topixou. ok. Bah attends, c'est cool. Ben. Ah ouais, il y a Uncharted qui est pas là parce qu'il est sur un contrat chuté. Classique Uncharted. Il gagne de l'argent en dormant. Et donc, mais lui, je sais qu'il a un bon background aussi en logiciel.
Donc là, on va pas voir la partie logicielle nécessairement. Si vous avez des questions, avec plaisir, pas de problème. Mais on va surtout s'attaquer à la partie un peu maths et finance de marché. Donc, on va commencer vraiment par. J'ai mis énormément de blagues de boomer. Ça va vraiment être embarrassant. Mais donc, en gros, on part un peu d'une. Si on était un peu pété, on dirait d'une problématique. Mais en gros, il y a un peu une opposition qu'on retrouve assez fréquemment. C'est que pour certaines personnes, on dit que tout est dans le prix. Il y a vraiment besoin de se concentrer sur le prix. Et d'un autre côté, que le prix est aléatoire et qu'on ne peut pas le prédire. Et moi, il nous dit il fait de l'assembleur et du Bitcoin Java. Il est ouf. Il va faire un bot de trading en assembleur. Et oui. C'est la rentrée, moi, non? C'est pour ça que t'es en mute. Tu vas te faire envoyer au pied par les darons, non? Donc ouais, donc il y a ces deux trucs-là. Donc le prix est aléatoire et tout est dans le prix. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit dans le monde quantitatif, ce truc-là. Je le fais avec tes fils directement. Donc en gros, dans la littérature, ouais, j'ai mis bibliographie, mais c'est un peu vaseux. En gros, dans la littérature, dans la théorie, il y a deux choses. C'est que le marché est dit efficient, les marchés financiers sont dits efficients sur certaines conditions. Donc c'est les conclusions de deux mecs qui s'appellent Fama et French, qui ont eu le prix Nobel d'ailleurs pour ça. En gros, ils ont déterminé 5 facteurs, donc des trucs que tu peux mesurer de manière quantitative. Je vais répéter ça encore et encore, hein. Donc c'est vraiment de manière quantitative, et ils te disent, en fonction de ces 5 trucs-là, eh ben, le marché il est plus ou moins efficient. Donc en gros, ce que ça signifie, c'est que le marché il n'est pas tout le temps efficient, qu'à certains moments où on peut détecter des anomalies et donc prédire le prix. Donc ça revient à dire, euh, en gros, tout est dans le prix. Et tu as une autre façon de voir le marché, qui est la marche aléatoire. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là? Marche aléatoire? Non. C'est toi qui en as parlé. Ouais, bah, Oh. La différence entre l'aléatoire et le prévisible. c'est ça. Donc la marche aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait, le prix, il bouge dans tous les sens. L'exemple qu'ils avaient pris, notamment John Nash, si vous avez vu le film Un homme d'exception, c'est qu'en gros, le prix, il évolue comme un mec bourré sur le trottoir un samedi, un dimanche à 4 heures du matin, quoi. Tu peux jamais dire où sera le prochain pas. Donc c'est un peu les deux trucs qui s'opposent, quoi, sur le, merde, sur les marchés financiers. Donc là, normalement, vous criez en chœur, n'est-ce pas? Nani? Comment est-ce possible qu'en fait les deux soient vrais? Et comment est-ce que c'est possible que d'un côté on puisse prédire et d'un autre côté ben, on puisse rien dire, quoi. T'as un peu cette alternative-là. Bah, en fait, le mieux, c'est de faire les deux. C'est de savoir quand euh, les conditions de marché sont réunies pour ouvrir des positions et quand en fait, il faut mieux rester sur le côté. Donc ça, c'est un peu basique, mais on va voir comment ça se traduit. Alors en gros, en fait, c'est un peu drôle parce que c'est un truc que Monarch, comment dire, t'as exprimé de manière un peu différente, mais c'est ce que je comprends quand tu parles d'accumulation, de distribution, etc. C'est en fait, c'est des régimes de marché, quoi. Moi, je Des traduis ça phases. ouais, des phases de cycle, des régimes de marché, en gros, il y a des périodes, quoi. C'est un peu ça comme ça que je comprends, quoi. Les cycles, tout c'est pareil, de toute façon, c'est une répétition des choses encore et encore. Donc ça, ouais, c'est exactement ça l'idée. Et ben, c'est d'ailleurs la répétition des choses encore et encore, c'est le premier point. C'est qu'on dit que le passé se répète pas, mais il rime avec le futur. Dans le sens où euh, tu vas pas regarder exactement le même pattern de prix, enfin quoique il y en a certains qui essayent, hein, mais en gros le prix va garder les mêmes propriétés sur une certaine période de temps, ce qu'on appelle la stationnarité. C'est-à-dire qu'en gros, si le prix, on peut considérer un régime de marché où le prix est stationnaire, et en fait le prix il va augmenter toujours légèrement vers le haut, mais à toujours la même vitesse. D'accord? Et en même temps, il va fluctuer entre deux bandes, genre comme un range, tu vois? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un range, mais c'est un range un peu vers le haut. Donc le prix, il va jamais avoir la même tête, mais en gros, si tu sais un peu la direction dans laquelle il va et les bornes entre lesquelles il évolue, en gros, une sorte de range quantitatif, eh ben, tu peux arriver à prédire le futur. Donc ça, c'est un peu le premier truc théorique.
Le deuxième truc théorique, je vais pas rentrer dans le détail, c'est parce que ça va faire chier tout le monde certainement, mais en gros, il y a une question de mémoire dans le signal. Il y a une question de mémoire dans les marchés. Moi, ça m'intéresse, ça, pour la prochaine Ah fois. bah écoute, la prochaine, donc il y a pas mal de théories d'information. Donc toi, ça va te rappeler des trucs certainement, Monarque, avec Shannon et compagnie. Et en gros, c'est exactement ce que vous imaginez quand on dit qu'il y a une mémoire, c'est qu'en gros, le prix, enfin comment dire, le signal garde une trace des événements passés, qui est sensiblement différent de la stationnarité. Par exemple, alors je vais pas rentrer dans les détails. Dites-moi si c'est chiant, hein, si vous voulez que j'avance. Non, si. Non, Non, ça va vas-y. pour l'instant. Super intéressant. Après, Vas-y, je peux le dire avec des mots simples, vas-y. s'il y a besoin. Sur la mémoire des prix, c'est les niveaux d'air test, etc. Comme il y a une forme de consensus que tous les traders vont se mettre là, ils vont mettre leur stop là, le marché il va les taper dedans. Mais ces zones de prix, elles sont définies par le passé, pas par le futur. Enfin, plus ou moins. Ouais, je pense que c'est analogique. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Une autre façon de le voir aussi, un autre exemple, c'est typiquement les, donc ce qu'on appelle. Alors, vous avez déjà entendu parler de Nassim Nicolas Taleb? Non. Ouais, tu vois, Monarque. Si ça vous Le intéresse, hasard c'est un mec sauvage. ouais, voilà, c'est ça. C'est un mec assez intéressant, qui est un petit peu puant, un petit peu vraiment, le côté pas agréable des comptes où sur Twitter, il poste des solutions exotiques à des équations connues. Donc c'est vraiment un mec, et il se fout de la gueule des gens en commentaire. Donc c'est pas un mec très agréable, mais en gros, il a pas mal écrit sur ce qu'on appelle les queues épaisses. Et en gros, les phénomènes de queue épaisse, on verra plus tard ce que c'est une queue épaisse. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que les événements importants du marché, par exemple les sell-off, ils laissent une trace. Donc c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec notamment des modèles d'impact de marché. Mais c'est un exemple de mémoire qui reste dans le marché. Les larmes de retail. Les larmes de retail, ça reste dans le marché. Ouais. Je pourrais vous dire des trucs méchants que les gros quants et que les gros institutionnels disent sur les retail après, si vous voulez. Mais c'est un peu ce que tu viens de dire, Monarque. Et donc le dernier aspect, et j'ai mis théorie de 3 jusqu'à l'infini, c'est la partie finance de marché. Donc là, on sort des stats en tant que telles, et on entre vraiment dans la partie finance de marché. Et ce qu'on peut tirer pour nous, pour notre boîte à outils, de ce qu'on va utiliser, c'est qu'en fait, tous les modèles de pricing, tous les phénomènes qui ont un impact sur le prix des actifs, quels que soient les actifs, donc les produits dérivés comme les options, les futurs, les forwards, les taux d'intérêt, les devises, les matières premières, les obligations, tout ça en fait c'est très 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 bien étudié. On sait bien comment ça évolue, on sait bien quels sont les facteurs, notamment ça, c'est un peu les mecs qui achètent des minières pour gagner sur les fluctuations de l'or. Donc c'est un peu ces techniques-là. Donc c'est des techniques qu'on peut importer dans les cryptos, notamment sur le BTC. Donc, enfin, là où je bosse, en gros, on a un modèle où le BTC, on le price selon trois trucs. Alors peut-être c'est quelque chose que vous pouvez directement appliquer aussi. C'est que le BTC, on le price moitié comme une matière première, ce qui est logique parce que le BTC, c'est de l'énergie, quoi. On le price un tiers comme une devise, parce qu'en fait, c'est une très mauvaise devise. La circulation, la vitesse de circulation du BTC, elle est très très faible comparée à n'importe quelle devise. Mais il garde quand même certaines caractéristiques qui sont similaires. Et finalement, comme un stock, parce qu'une des propriétés des stocks, c'est que les gens, bah, le stock. Si tu regardes les mecs comme Berkshire Hathaway, Vanguard, BlackRock, etc., le taux de circulation, le taux de rotation de leur stock, il est très très faible. Donc c'est quelque stock, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que tu le gardes. Donc en gros, tu vois, je sais pas si vous voyez, mais on peut piquer de tous les domaines de la finance de marché pour les cryptos. J'ai mis une pique au tonton. Donc si quelqu'un veut faire un screenshot et le poster sur le trône, vraiment libre à vous. Ok, donc ça c'était pour la partie un peu petit détour théorique. Maintenant, on va se concentrer sur vraiment en gros, ce qu'est donc soit un chercheur quantitatif, soit un algo designer, soit un risk manager, en fonction de la tête de l'organisation, va faire.
C'est-à-dire savoir quand est-ce que tu dois trader, comment tu rentres dans le marché, enfin, comment dire? Quand trader, avec quel outil? Là, j'ai mis comment trader en gros, c'est-à-dire avec quel outil et f et finalement comment exécuter le trade. Donc, machine learning, HFT et cetera. Donc, alors le 1er truc, heu, ça va peut-être vous choquer, c'est qu'en fait, personne n'utilise la courbe des prix. Ça n'existe pas. Si, je sais plus qui c'est qui m'a dit qu'il était chez la SOG. C'est toi, Nickname? Ouais. Toi, tu étais dans quelle partie? Ouais, bon, c'est Cardiel là. Sur. Putain, ça SOGEN? commence à. C'est sur les options, les produits vanille et structurés, je crois. Option vanilla, OK. Mais effectivement, je travaillais sur une grosse interface de trading et il n'y avait pas de courbe de prix. Pas Tu de me l'as courbe de pas prix dit parce ça, que les Charles. options Moi, je dis pas tout, je suis avec cachotier. bah, voilà, typiquement, les options, c'est les grecs. Les grecs de 1er ordre, 2e ordre, 3e ordre, les smiles de volatilité et cetera, il y a jamais de prix. Les gens s'encartent du prix. Enfin, les gens. Dans la partie quantitative, on s'encarte du prix et en fait, il y a une raison qui est très simple. Alors accrochez-vous. Accrochez-vous, j'ai mis une image rigolote d'un chasseur japonais. Mais en gros, heu, est-ce que vous voyez ce que c'est, l'échantillonnage? Quand je dis échantillonnage? Ah, moi, ça me parle pas ça. Ouais, toi Charles, c'est bon. Je sais pas si les autres Macumba. Bah, ça dépend appliqué à quel domaine. Bah, regarde, l'analogie, c'est tu vois l'échantillonnage dans le son, dans la musique? Ouais. OK, c'est 44 000, c'est 44 000 hertz. 44 000 échantillons par seconde, Mmh. grosso modo. Sauf qu'avec les MP3, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, en fait, quand il y a beaucoup d'informations dans la musique, on va vraiment faire les 44 000 fois par seconde, mais quand c'est une plage de silence, ça sert à rien, quoi. Tu vas pas prendre, 44 000 fois, 12 bits, juste pour dire que c'est du silence. Donc c'est ce qu'on a appelé le variable bitrate. C'est que quand il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de volume et cetera, on prend plein de points et en fait, quand il y a pas d'informations, on prend pas de points. Et ça vient de Shannon, encore une fois, théorie de Shannon. Shannon, c'est un gros physicien qui a bossé beaucoup dans la théorie du signal. C'est très intéressant de lire et c'est un très bon prof aussi. Et en fait, ça vient de là. Et cette approche qu'on a pour la musique, en fait, il faut avoir la même pour n'importe quel signal, y compris, les courbes de prix. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait avec ce qu'on appelle les UT dans le trading retail, de savoir de prendre toutes les secondes, ou toutes les minutes, ou toutes les heures. Parce qu'en fait, sur cette plage d'heures-là, et ça on s'en rend bien compte quand il y a des gros sell-off, si tu regardes juste en 1 heure, ça se trouve, tu as eu un sell-off qui a duré 15 minutes, qui a été racheté et qui est remonté, et en fait, ta chandelle, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Donc c'est pour ça que quand tu es retail, tu es tout le temps en train de changer d'UT. Je pense que tout le monde fait ça, quoi. Mmh. Tout le temps changer d'UT, aller en petit UT pour voir le début des mouvements et tout et tout. Ouais. Et ben ça, en fait, ça a été résolu dans la partie quantitative et on fait un petit peu comme avec la musique, le variable bitrate. Ça veut dire qu'on va échantillonner le signal quand il y a de l'information. Et cette information-là, elle se traduit de plein de manières différentes, mais évidemment, la plus évidente, c'est quand il y a une variation de prix. Donc en gros, tu as des... Pardon? Dans l'order book. Quand il y a des variations de prix dans l'order book, par exemple, ça c'est une technique, donc c'est les run bars. Après, tu as des trucs comme les dollar bars, où c'est tout simplement des variations de prix. C'est-à-dire que tant que le prix n'a pas bougé de 1/50 du volume daily, eh ben, tu prends pas t'as pas de bar, quoi. Donc tu vas avoir, vous voyez la courbe bleue là? La courbe bleue, c'est possible qu'elle reste à 0 pendant une période, 2 périodes, 3 périodes, parce que tout simplement le prix n'a pas bougé assez, quoi. Il n'y a pas d'information qui est rentrée dans le marché. Donc ça, c'est vraiment le tout premier. Quand le prix est range, alors soit les market makers qui faisaient micro sell-off ou aller chasser des structures, de toute façon, il se passe rien en réalité parce que le prix va d'une borne à une autre sur le graphique. Mais dans l'order book, en fait, c'est juste, ça va taper un mur d'ordre, ça rebondit, ça va retaper d'un mur d'achat, etc., etc. Jusqu'à des mecs qui se font SL et qui font moins chaque bougie. Mais en réalité, il se passe rien. Il n'y a Ouais, pas de volume, il n'y a que dalle. Et toi, tu le filtres d'une manière un peu... tu le filtres avec tes yeux, ta façon d'analyser le marché. Mais quand tu bosses avec
du logiciel, bah, tu es obligé de leur apprendre comment savoir qu'en fait, il est en train de ranger, etc. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si tu dis à l'algo, tant que le prix n'a pas bougé de 1/50e du volume daily, eh ben, il ne s'est rien passé, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le tout premier truc que tu fais. Donc, tu prends ton prix, tu le filtres, vraiment de manière nickel. Et ensuite, ce que tu veux, et c'est là on va se ramener au queue épaisse. En fait, ce que tu veux, c'est que tu veux qu'ils suivent une loi normale. Vous vous rappelez de ce truc-là, peut-être tous? J'ai besoin de rappeler la loi normale, la courbe en cloche ou pas? Non, c'est bon. Fais-le. C'est bon, ça, hein? Fais-le. C'est la première vidéo. Vas-y. Bah, en gros, la loi normale, c'est un truc qui, tu sais, c'est un peu le Fibonacci, mais des stats. C'est-à-dire que tu le retrouves absolument partout. Et c'est, alors je sais pas si Fibonacci c'est la même ou pas, et c'est faux la plupart du temps. La loi normale, en fait, c'est une grosse approximation de plein de phénomènes. C'est-à-dire que si tu suis une loi normale, donc tu as une médiane, grosso modo. Ici, c'est bon, la médiane, je l'ai mise à 0. Et en gros, plus tu t'éloignes d'une unité de distance qui s'appelle l'écart-type, plus tu as, alors, je crois que c'est 2 écarts-types, tu as 93% de toutes les, ah ouais, de tout le phénomène. Si c'est 3 écarts-types, c'est 96%, etc., etc. Donc, ça a certaines propriétés qui sont très pratiques et qui ont causé notamment des énormes catastrophes financières, parce qu'en fait, la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, donc si on considère là le rouge, c'est le nombre, chaque barre, c'est le nombre de variations du prix. Vous voyez, 1%, 3%, 5%, 7%. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le prix, il a varié de 0% 30 fois. Il a varié de moins 1% 25 fois. Il a varié de moins 3% 15 fois. On nous dit ça. Donc ça, c'est le truc réel. Et si tu fais ça pour n'importe quel actif, en fait, tu vas jamais avoir une loi normale. Jamais. Parce que les actifs financiers, ils ont la propriété d'avoir des queues épaisses. Des queues épaisses, ça veut dire que tu vois, le petit bord là, il est plus important que ce qu'il devrait être en réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je veux dire ça. C'est un truc assez central, donc. C'est un truc assez central, voilà. En gros, la loi normale, c'est la bleue, là. La loi normale parfaite que tout le monde aime, de la nature, etc. Et en réalité, les actifs financiers, ils sont en vert. Ça veut dire qu'en fait, si tu regardes la... Vous voyez mon pointeur si je fais ça? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. En fait, là, tu vois ici, tu devrais avoir quasiment 0%. Donc là, on voit que on dit le prix varie entre plus 5 et plus 6%, ok? Bah, ça devrait, d'après la loi normale, ça devrait jamais arriver. Tu devrais être à 0,0001% d'écart. Et ben dans la réalité, en fait, tu es sur la courbe verte. C'est ça les queues épaisses. Là, peut-être qu'on le voit encore mieux, c'est qu'en fait, les événements rares, d'après la loi normale, en réalité, ils sont bon. Pardon? Ah. En réalité, les événements rares, ils sont bien moins rares que ce qu'on prévoit avec la loi normale. Et ça a beaucoup foutu la merde, notamment en 2008, parce que toutes les mesures de risque, elles considéraient que le risque suivait une loi normale, alors qu'en réalité, pas du tout. Donc en fait, toutes les grosses institutions, elles étaient surexposées à un certain nombre de risques à cause de ce modèle-là. Voilà. Donc je sais pas si c'est, je pense que ouais, c'est bon. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a filtré le prix, on a échantillonné quand il y avait de l'information qui rentrait dans le marché. On va bidouiller le prix pour qu'il suive une loi normale. Donc, ce qu'on appelle le log rendement. C'est-à-dire que tu calcules les rendements, là, les variations de prix. Et ensuite, tu prends le logarithme à base 10, normal, quoi, le log. Et tu te rapproches beaucoup de la loi normale. Donc, tu es vraiment dans les limites de ce qui est prévu. Et finalement, donc ça, c'est pour la partie un peu stationnarité, loi normale, etc. Et finalement, ça ressemble à ça, en gros. Le signal rouge, je pense que vous le reconnaissez, c'est le SP500. C'est lisible ou pas? Oui. Moi, je vous Ouais. reconnais. Ouais, c'est bon. Ok. Donc le rouge là, c'est le SP500. Donc c'est le cours que tout le monde connaît, hein. Et une fois que tu l'as bidouillé dans tous les sens, tu te retrouves avec le truc bleu.
qui a une sale gueule peut-être, mais qui a gardé normalement toute la mémoire et qui, lui, est stationnaire. C'est-à-dire que le rouge, il n'est pas stationnaire, ok? Tu peux pas le prédire, le rouge tel quel. Par contre, une fois que tu l'as bidouillé et que tu as le truc bleu, et ben là, tu te retrouves dans une situation où tu peux effectivement faire une prédiction sur le prix. Donc vous voyez que la courbe de prix, en fait, on l'utilise pas du tout, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas clairs? Ou est-ce que vous voulez qu'on accélère ou... La courbe bleue, elle sort d'où? Excuse-moi, j'ai été interrompu. Pas de souci. La courbe bleue, en fait, c'est tu prends ton rouge, ensuite tu fais un premier filtre où tu dis je prends des points que s'il y a de la variation d'information. Ensuite, tu fais un deuxième filtre où tu prends les logs rendements. Et ensuite, tu fais un troisième filtre qui s'appelle la. Enfin, une des techniques que tu peux utiliser, c'est la différenciation fractionnelle. Et tu te retrouves avec ce truc bleu, quoi. Merci. Et ce truc bleu, il a l'avantage de avoir gardé toutes les propriétés, toute la mémoire du rouge, mais d'être stationnaire et donc prévisible. Tu vois un peu le trip? J'imagine. J'imagine. En gros, ce que tu fais, c'est que tu passes d'un truc qui est pas prévisible à un truc qui est facilement prévisible. Ouais, Ça, ok. c'est un peu ça le délire avec le trapping. On part du prix, on utilise des formules mathématiques, on mouline le tout, et puis on arrive au bleu, quoi. On arrive voilà, exactement. Tu l'as dit plus simplement que moi. C'est exactement ça. Merci. C'est exactement ça. Bon, le bleu, il a quand même une sale gueule, hein, on va pas se mentir, donc il y a quand même du taf après. Mais une fois que tu es là, t'as fait une grosse étape, quoi. Donc voilà. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? C'est qu'on avait dit on veut savoir quand trader. Donc là, on va trader quand le signal est stationnaire, quand on l'a rendu stationnaire, qu'on l'a bien nickelisé, qu'on l'a rendu nickel. Et une fois qu'on l'a tradé, on se pose la question de comment le trader. Donc ça, c'est un truc que j'ai piqué sur Twitter à un gars qui est très intéressant, qui s'appelle Lionel Lightcycle. Donc je sais pas exactement s'il est en prop shop ou je sais pas. Enfin, il est dans la partie, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Et il a fait ce petit truc-là avec les 6 catégories de strat. Donc je sais pas si vous les connaissez toutes. Trend following, je pense que vous connaissez. Le mouvement, il commence, on rentre. Et on essaie de rider le mouvement le plus longtemps possible. Donc counter trend, c'est le contrarien. Je pense que c'est 80% des traders retail qui font ça. Je pense que ça, c'est vraiment le truc de base de c'est le bottom, c'est le top. Donc vraiment contrarien. Mean reversion, donc ça s'apparente au range. Ah, tu l'as mis? Holiday Workout. Donc le mean reversion, ça s'apparente au range. Donc en fait, tu sais que ça va rester dans certaines bornes et tu vas mesurer. Je peux expliquer après dans le détail si vous voulez. Donc le spread, je pense que tout le monde connaît. Tu achètes du BTC en ETH, tu revends le BTC contre l'ETH contre du BNB, tu le revends contre du Sol, tu le revends contre le Matic, et tu encaisses 1%, 2%, 3%, enfin des trucs comme ça, quoi. En gros, le spread BTC-BNB, quoi. Donc le cinquième, je peux rentrer dans le détail, mais c'est un sujet à part, c'est la MEV. Et le dernier, c'est les histoires M1, il d'argent. connaît bien la MEV. Qui c'est qui connaît la MEV? M1. On l'entend pas, Emma. Il veut pas parler, il est timide aujourd'hui. Timide. Il est timide, Emma. Putain. La MEV, c'est. Est-ce que vous avez vu Pardon? Ouais, il n'y a pas de problème. En fait, MEV, ça veut dire Miner Extractable Value. En gros, si vous avez vu est-ce que vous avez déjà vu le documentaire sur Goldman Sachs et comment Goldman Sachs front-run tous les marchés financiers du monde? T'as déjà vu ce truc-là? Ouais, c'est super intéressant à regarder. En gros, Goldman Sachs, ils détiennent une partie de l'infrastructure par laquelle passent les ordres. Et en fait, ils regardent dans les tuyaux pour voir qui va acheter quoi. Et ils placent leurs ordres à l'avance. Donc s'ils voient qu'un opérateur européen veut acheter pour 25 millions de Accor Hotel, eh ben, ils vont se mettre devant et ils vont acheter pour 3 millions.
Donc ils vont acheter au prix. Bon, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal, mais comme c'est Goldman Sachs, ben, tu peux rien dire. Et c'est ce qu'on appelle le front running. Et ils font en sorte que quelqu'un pousse les prix pour eux. Ah ouais, c'est ça, ils voient qui va pousser le prix et ils se mettent devant. Et ils raident la vague. Et Ça ils fait partie. revendent leur part dans les 25 derniers millions que. Ils peuvent, ouais, ils peuvent carrément, ouais. Pendant l'exécution, ouais, ils peuvent. Et en fait, tu peux faire. Ouais, Du trading de fréquence, ça, non? Parce qu'ils sont à la même touche pour pouvoir détecter l'ordre et puis le. ouais, c'est ça, parce que eux, ils détiennent l'infrastructure. Donc, comme ils détiennent l'infrastructure, ils ont zéro latence. Ouais, ok. Ouais, mais Donc, toi, Ah, ok. il y a un super documentaire, si vous voulez, je vous le retrouverai. Puis, il y a un bouquin aussi d'un ancien de Goldman Sachs qui est très intéressant sur le sujet. Et ben, en fait, tu peux faire exactement la même avec les cryptos. Et tu fais ça dans les mêmes pools, directement on-chain. Donc, en gros, tu regardes qui c'est qui va passer des gros ordres et tu passes avant eux. On utilise des flashbots. Et il y a plein de types il y a plein de types, enfin, d'attaques. Avant, on disait d'attaques, mais il y a plein de types d'approches pour justement te mettre avant les gros poissons et profiter du pump à cause de l'impact sur le marché et revendre. Et en fait, la MEV, la particularité principale par rapport au HFT, c'est que souvent, dans les cryptos, ça dépend des blockchains, mais sur l'ETH, souvent c'est déjà somme nulle. Donc tu sais exactement si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Et quand tu te rends compte que tu vas perdre, tu peux annuler tes ordres et récupérer ton cash. Dans les cryptos, enfin, sur la blockchain, c'est pas vraiment du haute fréquence, j'imagine, mais c'est avec. Ah si, c'est ouais, c'est C'est en mettant patate de frais, non, qu'ils arrivent à doubler les ordres. exactement. Non? C'est une des techniques, ouais. Une des techniques, c'est ça. Une des techniques, c'est de profiter du mécanisme d'enchère. Et tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et c'est pour ça que tu as besoin d'aller vraiment très très vite. Parce que maintenant, il y a de la compétition entre les flashbots. Et donc si tu te rends compte que tu es tombé sur un mec trop fort, tu retires tout ce que tu as mis et tu le laisses passer et tu essaies de le suivre. Ça s'appelle les sandwich attack, etc. Il y a plein de techniques. Mais ça, c'est une dinguerie. Et si vous regardez un fonds qui s'appelle MEV Capital, ils ont des rendements à 2 chiffres. Ils ont des rendements à 2 chiffres tous les mois garantis. Parce qu'ils ont une techno de ouf qui leur permet de sortir un max de MEV des blockchains, quoi. Donc ça, c'est super, super intéressant. Surtout pour M1, je sais pas s'il a entendu, mais je pense que ça pourrait vraiment bien l'intéresser, ce truc-là. Dès qu'il aura fini de pawn la Freebox. Et Mmh. le carry, donc le carry, je pense que vous le connaissez tous. Tu profites du funding sur Binance, tu encaisses les frais, tu closes ta position et tu fais tes 2% ou tes 3%. Mais comme tu as mis 450 000 euros, ben, tu es content, quoi. Donc ça, c'est un peu les typologies. Maintenant, les questions, c'est quand utiliser quoi, évidemment. Alors, carry, fondamental, spread, c'est évident. C'est quand il y a une opportunité, en fait. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais des méga gros screeners qui vont regarder sur tous les exchanges et qui vont regarder est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter 1,5% sur BTC ETH en achetant BTC sur Bybit, en revendant sur Kraken. Et, et quand tu as une techno qui est un petit peu sophistiquée, tu peux faire comme là, 2 jambes, 3 jambes, 4 jambes, 5 jambes. Tu achètes BTC contre ETH, ETH contre BNB, BNB contre Sol, Sol contre Matic, et à chaque fois, tu encaisses 0,4%. Et à la fin, tu fais tes 3% ou tes 4% avec quasiment aucun risque. Donc ça, c'est les histoires de spread. Retour à la moyenne, retour à la moyenne, c'est le plus compliqué. Retour à la moyenne, c'est vraiment très difficile à faire. Parce que Juste pour le spread, c'est pas. Enfin, c'est de l'arbitrage, ce que tu décris là, non? Ouais, complètement, complètement. Ouais, ouais, D'accord, vas-y. exactement, ouais. Ouais, ouais. Le mine version, je connais celui. Voilà, bah, retour à la moyenne, peut-être que tu connais. Tu vas en parler, Charles? Oh, je suis pas du tout expert, on m'a demandé de le coder. En plus, Tu j'avais pas le temps, tu sais. avais utilisé quoi? Il fallait quoi? Tu calcules le prix moyen, et dès que le prix s'écarte un peu du prix moyen, ben, tu spécules qu'il va y revenir rapidement, quoi. Très Ah, c'est le simplifié. truc qui fait roi des ongles. J'ai compris, hein, ce que j'en avais compris. Roi des Donc, Ombres, oui, il fait ça, Roi des Ombres, exactement. il Ouais. explique. Et donc ça, c'est une façon de faire, et c'est vraiment... en fait, ce truc-là, il est... Merde, il est où? En fait, ce truc-là, retour à la moyenne, c'est
très sophistiqué à bien faire, parce qu'il faut faire des modèles. Enfin, bon, maintenant il y a le machine learning, mais avant, tu étais vraiment obligé d'avoir des modèles stochastiques chiadés et tu mesurais donc soit l'écart, la distance. Il y avait des mecs comme ce que tu as dit, Charles, la distance, ou sinon les trucs un peu sophistiqués, c'est la vitesse. En gros, tu mesures la vitesse du signal à retourner à la moyenne, et si tu vois qu'il rentre à la moyenne à 2 à l'heure, tu sors ta position. Grosso modo, c'est ça. Contrarien, donc c'est le top, le bottom, W-weekly, c'est un peu ces délires-là. Donc c'est pas exactement le plus difficile, mais c'est pas le plus facile. Le plus facile, c'est clairement momentum. Alors je sais que le retail, personne ne fait du momentum, mais c'est vraiment le plus simple de tous à détecter. À détecter, ouais. Le Donc voilà, un carry, peu. c'est. Vas-y, fini. Carry, ce qu'il faut, c'est il faut beaucoup de capital. C'est capital intensif, ouais. Alors, t'achètes du spot et tu le short. Et par exemple, et t'encaisses le funding. Ouais, exactement. Ou alors Exactement. tu, Donc tu, tu short le bear market, tu laisses les mecs longs pendant 1 an et tu encaisses les fundings, ça marche aussi. ça marche aussi. Ouais, ouais, Et ça fait grave de exactement. thunes. Hein. J'ai quasiment fait autant de PNL, de funding que de PNL avec mes shorts. Tu sais, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, je payais pas mal de frais au mec dont j'avais utilisé le référal, le code de référencement. Et comme tu as dit, le mec de l'assistance technique m'a dit non, non, mais ça ne change pas le référal. Bah ouais. Faut que tu Donc c'est un délègues truc ton auquel il faut compte et que faire tu le gaffe. recrées. Ouais, mais comme j'ai déjà fait tout le KYC Max et tout, c'est vrai que ça me saoule un peu de. Ouais, mais bon, Prends ça quelqu'un de se ta fait. Ça se famille. fait. Ouais, c'est ce que j'ai dit à ma Et femme. si tu veux faire Je lui dis, encore je vais te pire, si donner. tu as des enfants, il a 18, tu prends son compte, tu prends celui de ta femme, tu le links, tu te sers de ta femme, tu récupères ta thune sur celui de ton gamin, allez merci, au revoir. Ouais, c'est des trucs qu'il faudrait que je fasse. Faudrait que Parce j'ai que un peu quand tu balances des salaires à des mecs en frais mensuels, tant qu'à C'est un faire, je peu sais pas, relou. tu prends T'as le des compte de ton Instagrammeurs gamin, tu lui débiles. fais j'allais dire son PEA pour quand il est adulte, mais c'est la même chose. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Donc, faut vraiment que je m'en occupe de ce truc-là. Faut vraiment que je m'en occupe. Donc voilà, donc ça, c'est un peu la typologie des strats. Je me rends compte que j'ai oublié une slide. J'ai oublié une Celle slide. du Bon, trône. je vous en parle après. Pardon? Celle du trône. Ouais, non, c'est le petit trône. Donc en gros, on a 6 strats là. On a 6 strats. Et la question, c'est un petit peu maintenant comment on exécute. Enfin, comment encore dire? Comment on exécute? On a déjà une idée de stratégie, on sait laquelle on va utiliser. Comment on la met en œuvre? Donc comment on la met en œuvre? C'est que les lunettes du chasseur. Donc c'est détecter les anomalies, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. Donc les anomalies, ça peut être ce qu'on disait tout à l'heure, si vous vous rappelez. C'est qu'en gros, on a modélisé, on sait que notre prix, il a une médiane il a un rendement qui est à 0. Il a, t'as en gros 10% de chance de faire plus 4%. Et en fait, tu te rends compte que le prix, et ben là, il est dans un trend de ouf, parce qu'au lieu d'avoir 10% de chance, il a 15%. Au lieu d'avoir 8% de chance, il a 15%. C'est le truc rose, là, quoi. En fait, il se surperforme, historiquement. Si tu prends la performance historique et que tu regardes la performance en ce moment, il se surperforme. Donc, c'est un peu les outliers. Donc, c'est les écarts aux différents modèles. Donc là, on a un modèle de prix, mais tu peux avoir un modèle de n'importe quoi. Comme disait Monarch tout à l'heure, tu peux te faire un modèle D'ailleurs, ça se fait fréquemment, hein, pour le limit order book. C'est en gros, tu regardes dans l'order book. Alors ça va parler, je pense, à Makumba, parce que souvent, je le vois parler d'imbalance et tout. En gros, tu regardes dans l'order book ce que c'est la distribution des ordres. Donc, comme là, pareil. Et tu regardes les ordres passés, les ordres exécutés, les ordres annulés. Donc tu te fais tes 3 distributions comme ça. Et dès qu'il y a, une déviation de l'un des modèles, et ben toi tu sais l'interpréter en disant où il y a beaucoup d'ordres annulés. En général, beaucoup d'ordres annulés, c'est le sell-off. Où il y a beaucoup d'ordres d'achat annulés, c'est le sell-off. Où tu regardes, il y a beaucoup d'ordres exécutés rapidement. Ça, en général, c'est plutôt bull. Et comme ça, les écarts aux différents modèles du carnet d'ordre, et ben ça te permet d'avoir des signaux différents, quoi. Ça, c'est un truc. Un autre En truc, général, c'est qu'une fois. quand ils Mhm. suppriment les ordres, tu as une perte de force sur le momentum de toute façon. Ils le font Voilà, et pas, ou ça tu sent as une compression, ou tu as toujours des signaux avant-coureurs sur certains indicateurs, ou même tu as C'est ça. les deltas des CVD qui compressent ou qui sont en expansion. C'est ça, Mais il y a exactement. toujours Lol. enfin,
ils cherchent le chemin le plus court. Mais en général, quand il y a des bots de trading qui suivent le prix et qui font un mur en haut, en dessous, ça vous le voyez sur le range. Là, si vous regardez l'order book pendant les 2 semaines de conso, quand ils ont commencé avant de pousser les prix et quand il y a eu les news de BlackRock, tous les bots, ils ont relevé les murs d'ordre et le prix, il a tracé tout droit parce que n'y a pas de résistance. Ils savent que ça va monter de toute façon et que la sauce arrive. Donc les mecs, les bots savent qu'il faut enlever les ordres pour ou laisser le prix monter ou laisser le prix descendre. Bah, ça, c'est ce que tu viens de décrire. Ça se mesure aussi. Donc, c'est Oui, un c'est truc bah qui oui. s'appelle le Toxic Flow. Comment tu les extrais, les données de l'order book, à part regarder à l'œil, tu vois, à droite, C'est le un bot. fichage dégueulasse que tu as sur Bybit ou... Ouais, c'est ça. Tu as un bot avec, enfin, un petit algo avec l'API Bybit, quoi. Où Après, si tu tu le fais récupères les toi, ordres qui sont faits. si tu le fais toi de ta vue, en fait, si tu traites comme un humain et pas comme un algo, tout ce qu'il a expliqué avant, le momentum, le carry, etc., ou les choses comme ça, tu arrives à anticiper en regardant ou la PA. Enfin, la PA, c'est compliqué, mais tu vois les conditions de marché qui changent, les order books qui changent, tu vois que, enfin, tu as des signes avant-coureurs des grands mouvements, genre tu as des compressions sur les Bollinger Bands, des conneries comme ça, tu sais que quand le prix va partir, les bots ils vont tout dégager pour laisser la place aux excès. C'est Mais ça. C'est exactement ça. Ouais, mais on fait un peu, comme dirait l'autre, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Oh, voilà. c'est C'est un beau. peu ça. Ah, ça c'est Ça, c'est les de vieux, la ça. référence. Ça. Ça, c'est les vieux. Alors là, t'es pas le perdreau de l'année si tu comprends la ref. Tu as les cheveux blancs. tu- Ouais, alors, bah, rapidement, parce que ça fait un moment que je bavarde. J'espère que c'est pas trop chiant. En gros, donc tu as les anomalies dans tes modèles. C'est un truc. Il y a des fois, tu peux carrément faire une prédiction et te dire, bah, la prédiction, elle est vers le haut ou vers le bas. Et tu as 2 ou 3 modèles et tu fais voter tes modèles, tu vois? C'est un peu ça le machine learning, hein. Machine learning, tu vas faire des prédictions avec des facteurs simplifiés et en gros, tu vas les faire voter. Le principe notamment de la random forest, c'est de dire, heu, il vaut mieux avoir, 150 opinions moyennes, c'est la sagesse de la foule. Vaut mieux avoir 150 opinions moyennes et tu fais un vote, que d'avoir, 2 super experts et tu arriveras jamais à prendre la décision. Donc c'est un peu ça l'idée, donc tu fais tes prédictions et les prédictions évidemment, alors ça c'est en particulier pour, Macumba, Magmaka, ceux avec qui on était sur le trône, c'est la volatilité les gars. La volatilité, c'est tout, c'est ce que tu veux prédire, c'est ce que tu veux comprendre, ça t'indique tout, ça t'indique beaucoup de choses. C'est la modélisation de la volatilité, ça a été pendant des décennies une course à l'armement de ouf, quoi. C'était vraiment les fonds, ils investissaient dans des gros PhD, dans des gros mecs, des physiciens de très haut niveau parce ils voulaient la meilleure prédiction de la probabilité, de la volatilité. La meilleure modélisation de la volatilité qui est réalisée et la prédiction de la volatilité à venir. Donc vraiment, c'est retour de l'être aimé, démarre les mobylettes soviétiques, ça fait tout, quoi. Donc là, je vous ai mis un truc un peu, alors ça doit te rappeler des trucs peut-être Charles, c'est le volatility smile, tu vois la maturité et le strike. Ouais, mais enfin, je maîtrise pas du tout. Mais c'est Ouais, des bah, termes. c'est- ça te rappelle Ça me rappelle. les anciens combattants, tu vu? Donc vraiment, c'était la course à l'armement, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait vu avec, je crois, Macumba et Macmaca. On s'était eu une fois au téléphone, je crois. Ouais. C'était qui le troisième? Je sais plus qui c'était le troisième. Et un mec qui a trouvé un taf dans une banque depuis d'ailleurs. Ah ouais, c'est Alex. qui? Il s'appelait Alex. Alex, Ah, je cool. sais plus comment. Félicitations, Alex. Mais, Félicitations. mais il est pas là. Il est pas là. Ah, ok, ok. Eh ben, si Il tu a te... découvert la réalité des choses et puis il a trouvé un vrai travail, il a arrêté de trader. La vraie vie. La vraie vie. Ouais. Mais j'ai gardé ton modèle. Ah bah, si on a encore un peu de temps tout à l'heure, parce que ça fait déjà quasiment 50 minutes, on fera un tour dans le. On peut même faire un tour tout de suite si vous voulez, hein. Après cette slide, hein. Bon, allez, fini ton truc. Ouais. Euh, Écoute. excuse-moi de te couper.
Vas-y. J'ai une question. Pourquoi, en fait, à ce point-là, la volatilité est importante à comprendre? J'ai peur de pas avoir compris le Ah, tu me fais un segue de ouf pour ma slide après. Ah, Parce c'est qu'en fait, cadeau. non, tu régales. Donc, comme on a dit, ça te permet la volatilité, ça te permet de voir plein de trucs. Alors, je vais prendre des exemples un peu parlants, j'espère. Donc, la volatilité, elle a une propriété qui est très intéressante pour la prédiction. C'est ce qu'on appelle le clustering. C'est-à-dire que une période de volatilité élevée est souvent suivie par une période de volatilité élevée. La volatilité cluster. Ça Tige, s'explique. tige, réacu, tige. Ouais, je sais pas. Tu m'as feinté là, j'ai pas compris. Si, Et j'ai Il a pas le vocabulaire, là. Ouais, Ah peut-être là, en je suis gros, super. t'as une grosse bougie dans le prix, Ouais. et un petit range, et puis une deuxième grosse bougie qui arrive. Ouais, bah ouais, des trucs comme ça, ouais. Exactement. Extend. Donc ça, c'est la volatilité, le clustering. Ça s'explique par notamment des phénomènes de psychologie de marché, hein. Tu vois que le prix baisse, bah, tu vends, et la volatilité ajoute à la volatilité. Donc, la première raison pour laquelle la volatilité, c'est stylé, c'est parce qu'on sait bien la prédire. La deuxième raison, c'est Macumba qui va certainement s'en rappeler de ce truc-là, c'est que les périodes de volatilité très faibles, ça annonce toujours des gros mouvements. Toujours. Ouais. Pour une raison qui est super simple, c'est que quand la volatilité est très faible, l'impact sur le marché d'un ordre, il est élevé. Donc il y a deux trucs qui jouent sur l'impact. L'impact sur le marché d'un ordre, c'est notamment la volatilité et le niveau de liquidité. Et quand il y a peu de liquidité et peu de volatilité, eh ben, tu sais qu'il y a beaucoup de... Donc c'est une deuxième façon de prédire. En fait, la première façon de prédire, c'est que quand tu vois le rouge comme ça, tu sais que ça va pas retourner au bleu direct, ça va rester rouge un petit moment. Et que quand tu vois du super bleu, là, c'est super faible, tu sais qu'il va y avoir une explosion de volatilité dans pas longtemps. Ça, Et c'est je un vous foutrai indicateur de l'indicateur pour ça, volatilité. si vous voulez le Je lire. Moi, précise je parce m'en que tu l'as sers. pas dit, donc je pense qu'il y en a qui se posent la Ah, question. pardon, oui. C'est un indicateur de volatilité que j'ai montré là. Je le mettrai dans l'indicateur ce soir ou demain. Regardez, bah, on va passer à la partie pratique, je pense qu'on va, histoire de conclure, puis après on pourra discuter s'il y a besoin de discuter. Alors, donc si je reprends le truc qu'on avait vu ensemble, Macumba, comment on fait? C'est comme ça, non? Et voilà. Bah là c'est flag. Donc là, c'est vraiment le flag. La volatilité, tu vois qu'elle était à... Donc là, il y a les percentiles. Comment? On peut pas faire replay dans... Il me semble qu'il y a un truc de Si, replay, non? si, Ah, si, attends. là. Donc tu vois, si on se met à cette barre-là, on était au 20e percentile. Donc vraiment au tout début. Et ce qui s'est passé juste derrière, évidemment, c'est... Il n'y a pas play quelque part. Il me semblait qu'il y avait un petit bouton play, non? En bas, au milieu, En bas. entre Ah, au putain, niveau du ouais, vote. nickel. Et Ils ont changé évidemment, de place, en fait. ça a pas loupé. Il y a eu le pump derrière parce que double pump. Double pump comme au basket. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui s'utilise assez facilement. C'est qu'à chaque fois que tu as vraiment des périodes de volatilité méga faibles, derrière, ça pump. Enfin, ça pump. Derrière, il y a un gros mouvement. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a la volatilité. Et finalement, la volatilité aussi, ça te permet de faire un truc, Timothée, pour te répondre. C'est de faire la taille de tes positions. Parce qu'en gros, un truc que les mecs du retail font souvent, c'est qu'ils ils ont des signaux binaires. 0, 1. Je rentre pas. Avec des tailles de position fixes, genre 1%, 2% ou je sais pas quoi. Et en fait, ça, on sait que ça dégrade beaucoup la perf. En fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est que dès que ton signal, il est un petit peu... faut que tu arrives à avoir un signal un peu continu. Donc un peu comme ton feeling, en gros, tu dis, ouais, ben, il y a telle et telle chose qui me font croire que ça va être un bon mouvement. Et ben, si tu arrives à estimer bah, que c'est d'une chance sur deux, bah, tu mets 50% de ta taille de position, grosso modo. Ou un quart, tu vois. Mais en gros, ta taille de position, elle est proportionnelle à ta certitude sur le mouvement, quoi, à ta probabilité du mouvement. Et pour ça, la Ça évite volatilité, ça marche très très bien. Ça évite de Probabilité se de volat prendre ou ta probabilité de sens? les Ta deux. probabilité d'avoir raison dans ton trade, si ton trade, si tu dis long, ta probabilité d'avoir raison longue, et si tu dis short, ta probabilité d'avoir short. Ça Et en t'évite gros, de au te moment, manger du slipage et de te faire exécuter en haut de la tige parce que le prix il pousse. par exemple. Voilà. Et
Et donc là, tu vois que, regarde, on arrive à des volatilités qui étaient pas méga faibles là, il y a 3 jours, il y a quoi? Pardon, il y a 9 jours, il y a 13 jours. Donc là, tu aurais pu rentrer en position, mais tu aurais pu rentrer en position avec une petite exposition. Parce que ton signal, il est pas binaire, il est continu. Tu vois un peu ce que je veux dire, Timothée? Yep. Yep. Yes? Merci. OK, nickel. Nickel, nickel. Donc la volatilité, c'est là, j'en ai mis 2. J'ai mis lui là. C'est un truc, d'un mec qui s'appelle, Bapig, Balipour. Donc c'est un bon matheux, c'est un malade mental, mais c'est un bon matheux qu'il a fait ça. Au-dessus, il y a une volatilité historique d'un autre mec, si vous voulez, enfin, comme vous voulez, quoi. Ce qui est bien sur cet indicateur de volatilité, c'est que vous avez plein d'algos différents. Donc close to close, c'est comme Bollinger, c'est de la merde. Parkinson, Gassman, Roger Satchel, bon, ça vous êtes pas obligé. Mais en gros, Yang Zhang et IWMA, donc moyenne mobile pondérée exponentiellement, ces deux-là, c'est en gros, c'est les plus efficaces. Pourquoi c'est plus efficace? Je les connais, ces indicateurs. Il y a celui avec le MACD qui te montre plusieurs UT en même temps, qui te dit la pression Ah ouais? sur le 2 heures, le 15 minutes, etc. Ah, tu vois, je connaissais pas. Mais regarde sa liste d'indicateurs sur TradingView. Enfin, ou alors je vais la Lui, là? chercher. Ouais, lui, parce que j'en ai un Bapig? d'indicateur D'accord. avec un cochon. Et Je savais pas ça qu'il met avait fait un MACD. ça met une petite fenêtre sur le côté, comme tu avais sur la volate tout à l'heure, là. Ah, comme ça, là? Là, ouais, tu as un truc comme ça, mais sur toutes les UT, tu as 2 heures, 3 heures, 4 heures, et tu vois Ah, tu vois. la tendance haussière, baissière, etc. sur les UT. Parce que le problème quand tu utilises le MACD, pour le momentum, avec le temps, comme tu es obligé de changer d'UT pour voir la force d'un mouvement, tu vois, Mmh. tu peux avoir ton MACD qui cross bear du 15 minutes aux 3 heures, mais que le 12 heures il est haussier, le daily il est haussier, le 2 semaines il est haussier. C'est haussier, c'est juste comment dire ça, tu vas juste avoir un retest ou un sweep. Alors que toutes les autres UT sont bear et les mecs ils se font niquer comme ça. Parce que c'est rouge, ça cross les zéros, etc. Et c'est un mélange de plusieurs UT si tu veux lire le MACD en vrai. Mais OK. c'est le même mec qui est. C'est la tête de cochon qui me parle. Ah bah, tu vois, bah, peut-être que ça peut intéresser, l'équipe, quoi. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Monarch, c'est vraiment cette idée-là, c'est que ce premier truc-là, Timothée, pardon, c'est que ce truc-là, la volatilité, ça te permet de voir le niveau de risque, en gros. C'est-à-dire, attention, il y a beaucoup de risques, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, je vais dimensionner ma position en fonction du niveau de risque. Ça te permet d'anticiper des gros mouvements. Ça te permet aussi, et là, tu ne pourras pas le faire dans TradingView, mais ça te permet aussi un certain niveau de prédiction dans l'avenir. Il me semble qu'il y a un mec qui avait fait un. Donc, les prédictions dans l'avenir, c'est des histoires de Garch, Arima et compagnie. Je crois qu'il y a un mec qui avait fait un Garch. Garch 1-1, tu vois. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais, il n'y a pas de prédiction, donc ça sert à rien. Mais en gros, ce modèle-là, Garch, donc générique autorégressive, je sais plus quoi. En gros, ce que ça te permet normalement, ça te permet d'avoir une projection dans l'avenir. Donc typiquement, on peut dessiner? Typiquement, un Garch, ça se termine comme ça. Merde, putain, je suis vraiment éclaté au sol. Voilà. Un Garch, ça se termine avec un genre de cône comme ça, qui te dit sur les prochaines périodes, la volatilité, elle a 99,9% de chances de se trouver dans ce cône-là. Donc c'est pour ça que la volatilité, c'est important. Ça te permet de sizer les positions, ça te permet d'avoir une estimation de ton risque, et c'est très prédictible dans les 10, 15, 20 prochaines périodes. Donc, c'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est tu as un niveau de risque. Le deuxième niveau, c'est le niveau de suivi de tendance. Donc en fait, ce truc-là, les gros pâtés là, je les ai réglés pour que ça fasse vert quand, il faut entrer en position, parce que tu peux suivre la tendance. Il y a une tendance qui est claire, et rouge quand tu peux entrer en short. Alors, peut-être que ça marche plus, hein, mais à un moment donné, ça marchait bien. Attends, hop. Après, le range, ici, il est space quand même. Donc, Bon, tu vois, là, regarde, là, le rouge, bon, c'est OK. C'est OK, je vais pas dire que c'est mais le c'est début, mais génial, mais ça si tu regardes les order books, tiens, un mec, il a clôturé tous ses shorts pendant la descente. ah ouais, Ouais, il s'est régalé. ouais, lui, il s'est bien gavé. Ouais.
C'est bien régalé. En fait, ce Et ça, truc-là, là, c'est normal en fait. Que tu as un sell-off, il y a eu une cascade de liquidation, le prix il a rebondi dans la cascade, et dès que tu as une cascade, le prix il remonte contre une résistance qui a peu eu le temps encore de descendre. Et pour casser l'impulsion initiale du mouvement baissier, tu retournes contre cette résistance. Mais après, le prix, tout le temps, il va suivre la résistance, il va redescendre jusqu'à retrouver une norme à peu près de partout. Et après, il y a le CME qui a fermé, les professionnels, ils ont arrêté de vendre, et le prix, il a arrêté de dump. Mais bon, c'est... bref. Ça, je pense que c'est des trucs que tout le monde. Tu leur as expliqué ça, déjà, tout ça. Ouais. Y a pas, ou t'as besoin de. Non, c'est bon. C'est Moi, juste une moi, je comprends pas explication trop, sur le mais moment. je pense que vous avez compris hein, ce qu'elle a dit, ce qu'a expliqué Monarch, je pense. Hein. Ça dépend qui. Ouais. Ça dépend qui. Ouais, Macumba, c'est le bon élève. Attendez, arrêtez. Tête de classe. Ah, c'est pas moi. Les mecs, Et Metsui. Alex. Ah ouais, il est là. le number one, c'est mecs. Ah putain, la Mot classe. simple, il a compris direct, il s'est pas pris de... Enfin, quand tu portes pas... En fait, si vous voulez commencer à trader et que vous avez, je sais pas, une dizaine de traumatismes, des dumps, des wallets qui sont fait wipe, que vous êtes fait défoncer déjà, il va trader en paper pour combattre ça, parce que sinon vous allez jamais y arriver. Dès que vous allez prendre une position, vous allez avoir peur de vous faire SL. Je mets un petit clin d'œil à, comment il s'appelle, Prolux, qui s'est fait SL 2 fois, ou je sais pas combien de fois, avec un range qui a pas sweep un seul lot. Alors putain, pour te faire SL sous ça, enfin mec, mets-toi sous une structure pour foutre un SL. Arrête de te mettre sous le prix en disant ça pump, ou arrête de l'onglet pump, je sais pas. L'ongle bas du range. Ouais, je sais, non, mais il pourra revoir la vidéo, mais c'est une dédicace pour lui. Ne faites pas ça. C'est totalement con. Hein. En ça, il a du oversize en plus. Mais se faire SL sur un range de $200, putain, faut vraiment être un sgeg. Hein. Désolé. Il a dit les termes. Ah ouais. Les termes ont été dits. Vas-y, tu peux continuer. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait des messages. Alors, je suis désolé. Je suis un vrai boomer. Il y a des messages. J'entends bip bip, mais je sais pas. Je sais pas Tu qui sais me pas d'où parle. ça vient. Ouais. Ah, attends, affiche la Dans le discussion. général. Aujourd'hui, 22h03, je regarde dans un bar comme un autiste. Et c'est mec souille, j'ai l'impression. Écoute, désolé les gars, j'avais pas vu qu'il y avait. Bah écoutez, j'essaierai de faire gaffe là sur la fin du truc. Ok, bah écoutez, juste vite fait, on va terminer rapidement. Donc en gros, ici c'est le risque, comme on a dit, position sizing, etc. Ici c'est le suivi de tendance. Donc il faut savoir qu'il y a un papier de 93 de Jegadi chez Pradesh qui fait référence sur le suivi de tendance. Ils ont fait 40 pages de 40 pages de recherche scientifique pour conclure que le truc le plus efficace pour suivre la tendance, c'est de regarder les 10 gagnants du mois d'avant, les 10 stocks qui ont plus performé et de les acheter. Vraiment, c'est le suivi de tendance, c'est en général pas très compliqué. Il faut détecter les stocks évidemment, mais en gros, c'est ça. Et donc ce truc-là, là, le gros gribouillis, c'est ce que j'essaie de retranscrire avec les moyens de TradingView, évidemment. Donc ça en bas, c'est intéressant, mais je le garde pour la fin parce que c'est. Je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment fiable. Enfin, on regardera après. Et de l'autre côté, ce que j'ai mis. Attends, Sandra, qu'est-ce que j'ai mis? Des genres de filtres chelous là, qu'il y en a plein dans TradingView. Ah si, par contre, je voulais tout dire. Le truc là que vous voyez, les flashs verts et rouges, c'est ce que je vous ai dit sur la détection des anomalies statistiques. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais ta distribution, et là, c'est rouge, parce que ta distribution sur les 2 dernières années, elle a jamais vu une chandelle de ouf comme ça en 1 heure. Donc là, c'est pour ça que ça s'allume en disant: «Ça, statistiquement, ça existe pas, donc tu peux short parce que ça va certainement retourner à la moyenne». Et là, pareil. Alors, là, il te dit, on n'a jamais vu de sell-off comme ça aussi massif, c'est le vert. On n'a pas vu de sell-off aussi massif depuis, je sais pas combien de périodes, donc c'est une bonne opportunité d'achat. Donc là, vraiment, tu avais, c'est
c'est pas toujours le cas, mais là, tu avais vraiment achat vert, revente rouge, donc Ça dépend des c'est. conditions de marché. Ça. Après, le prix, il est toujours d'un range. Et puis même si tu fais, enfin, pour les mecs qui font du week-off, tu fais une distrib, tu la fais en trois impulsions. Et la dernière, soit elle vient péter le top, après tu reverses et tu envoies une grosse leg down, soit tu remontes un peu, tu fais un retest d'une zone sans la break, et après tu enfonces. Mais après, si c'est en période de bull market que vous savez que les capitaux ils rentrent à fond, dès que vous avez un gros sell-off, rentrez comme un demeuré, c'est là qu'il faut buy. Hein. Là, buy the dip. Ça vient de là, buy the dip. Mais ça marche uniquement quand les conditions de marché le permettent. Après, comme vous avez pu le constater, le marché se reverse vers un market. Tu as tout le monde qui dit buy the dip, mais c'est pas des dips. Et après, c'est les gains que tu as fait pendant le bull market, tu les perds pendant le bear market. Parce que buy the dip ne marche plus. Parce que c'est une tendance baissière. Donc, du coup, c'est short les boons, en fait. Mais ça marche en fonction des conditions de marché. Après, C'est aussi un truc qu'on fait, les régimes de marché, c'est exactement pareil. Le pire truc que tu puisses faire, c'est vraiment, par exemple, faire du suivi de tendance dans une phase de retour à la moyenne. Tu vas être stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss en les permanence. transitions, elles font mal en général. Hein. Exactement, exactement. Alors, je pourrais vous donner une anecdote sur un des plus gros fonds d'investissement et un des plus gros traders quantitatifs qui existe, qui s'appelle Ernie Chan à la fin, si ça vous intéresse. Mais ça illustrera Oni-chan, exactement ce que tu as dit. Non, pas Oni Chan. Ernie, Ernest Chan. Oni Chan. les gars. Et voilà. Donc, ok, donc là, ici, c'est le suivi de tendance. Ici, je le répète encore une fois, je suis désolé. Hein. Le risque, la taille de position et la prédiction. Et de ce côté-là, ce qu'on a, c'est qu'on a la stationnarité. Alors, dans TradingView, on est méga limité. Il n'y a vraiment pas grand-chose parce que ça demande beaucoup de capacité de calcul. En gros, il y a deux trucs qui existent et qui marchent, grosso modo. C'est ce qui s'appelle l'exposant de Hurst, qui est ici, qui va t'indiquer si tu es dans une, dans un régime de tendance, ou si tu es dans un régime de retour à la moyenne, ou dans un régime de rien du tout. Donc, c'est les deux bornes là. Deux bornes. Alors, dans le trading quantitatif, les machins là qui oscillent entre deux bornes, on n'aime pas, personne n'aime ça. Voilà, on n'aime pas trop ça parce que c'est des histoires de rebiquage et de est-ce que j'ai vraiment passé, tu vois. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a fait l'expérience. C'est-à-dire que quand tu es là, attends, comment dire? Voilà, quand tu es là, tu dis ah, je viens de passer la barre, là c'est parti to the moon, mais non, rien du tout, tu es repassé juste derrière. Donc, ça, les trucs comme ça, on n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Donc, il y a des techniques pour s'en affranchir, comme le Z-score en bas, qui est un filtre qui te permet de dire quand est-ce que le truc est significatif, quoi. Quand est-ce que tu sors de manière significative du couloir là, donc quand est-ce qu'il y a une tendance qui est significative. Quand est-ce qu'il y a un signal qui est important, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux là. On pourrait garder que celui du bas, hein, quelqu'un qui bosse dans un desk ou je sais pas quoi, il a que celui du bas, tu vois, il va pas traîner le signal brut. Il garde que le signal filtré. Donc voilà, donc ça c'est un des trucs, l'exposant de Hurst, avec ou sans filtre, hein, voilà, comme tu veux. Et il y en a un, vous voyez, il marche même pas. Donc c'est le Augmented Dickey Fuller. Donc c'est un truc qui te permet de détecter la stationnarité. Alors je sais pas pourquoi ça marche tout simplement pas. Ah si, tu vois. Ouais, ouais, tu vois, je suis une mauvaise langue. Et ça te permet de détecter quand est-ce que tu es retour à la moyenne ou stationnaire. Ah, faut que tu Alors c'est changes là de que thé, je pense, hein, parce que là, sur le range. ouais, là, il y a rien à en faire, ouais. C'est une heure ou je sais pas. Je peux faire en 15 minutes? Oui, il va péter un câble. Même en 15 minutes, la bougie, elle a tout écrasé. Ouais, voilà, bon. Là, évidemment, quand tu arrives ici, il te dit: «Attention!» Donc il y a un lag, hein, évidemment, tous les trucs de traitement du signal, il y a un lag. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir un signal qui est après, donc ça, on n'aime pas trop. Donc là, celui du bas, il faut le recalibrer correctement pour que le signal, il soit, ben, prédicteur et pas a posteriori, comme ça sert à rien. Mais en gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça pourrait être un setup, il y a 20 ans, ça pouvait être un setup, d'un desk,
qui tradait du fixed income ou je sais pas quoi, ou du fixed income par contre, du taux d'intérêt ou quoi, ça pouvait être vraiment ça. Ou de la devise, marche très bien en devise, de la volatilité, suivi de tendance, et un truc qui te parle. Merci. C'est dans la soundboard, ça? La vache, Désolé. très dur. Donc en gros, voilà, ça aurait pu être un truc de desk il y a 20 ans. Aujourd'hui, je terminerai là-dessus évidemment. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend tous ces trucs-là et on les balance dans un algo de machine learning et l'algo, il va te faire lui-même l'arbitrage. Comme j'ai dit, avec la sagesse populaire, il va te faire l'arbitrage de tous ces facteurs-là et il va te rendre un truc synthétique pour te dire, achète 18% de ton exposition max et tu l'achètes et tu es content. Voilà. Donc c'était un peu pour terminer tout ce que vous voyez, tous les indicateurs que vous manipulez, et ben, en fait, le machine learning, ça résout ce problème-là. C'est tu fous tous les indicateurs dedans, tu tries ce qui marche pas, tu gardes que ce qui marche, et quand tu as ce qui marche, il te répond voilà, avec une exposition que tu dois attendre. Charles, tu voulais dire un truc? J'ai vu ton micro s'allumer. Ouais, ça, enfin, ça a l'air de le dire, mais ça donne de bons résultats, le machine learning? Alors, c'était une question aussi de Monarch, je crois, dans le chat. Le C'était pas machine une question, moi learning. je voulais essayer de. Oui, c'était un truc que tu avais évoqué. Ouais. Et si vous êtes tous à utiliser du machine learning, ça, en théorie, ça doit plus fonctionner si vous l'utilisez tous, non? Enfin, je sais pas. Bah, justement, ouais, alors c'est une très très bonne remarque. Ce que tu viens de dire là, c'est les mecs qui veulent trader le CPI. En gros, ils pensent qu'ils vont prendre un avantage sur le marché en tradant une des informations financières les plus partagées au monde. Donc voilà, ça c'est effectivement ce que tu dis, c'est un truc qu'il faut éviter. Et pour éviter ça, en fait, le machine learning, c'est que tu as plein d'algos, mais surtout le plus important dans le machine learning, c'est ce qu'on appelle tes features. C'est-à-dire en gros tous les indicateurs que tu vas lui donner à manger. Et ça, d'une boutique à l'autre, c'est des ensembles de features complètement différents, quoi. Ok. Et donc c'est comme ça qu'on évite le fait de tous trader le même truc. Toi, t'es Kant, j'imagine, non? Tu travailles dans une boîte qui fait du trading, quoi. Yes. T'es pas chocolatier. Et ta boîte, elle fait quel rendement par an, tu sais? 20%, 10%? Plus, moins? Sur quel actif? Quelle classe Manière- d'actifs? Crypto? Sur le tout, je sais pas. Je sais pas si vous avez un chiffre, tu sais, c'est simplement par curiosité, tu sais. Mais genre, vous avez tel capital, tu sais, vous avez 1 million, et en général, vous faites combien, tu sais? En utilisant toutes vos techniques, tu sais. Le bilan à la fin de l'année, quoi, total. Donc nous, on a beaucoup misé sur parce que les cryptos, c'est un marché un peu débile, c'est une classe d'actifs un peu débile. T'as des vraies grosses. Regarde à ce qu'on a sous les yeux, t'as des vraies tendances de ma boule, quoi. Et donc, en fait, il faut savoir. Donc, on a fait beaucoup de suivi de tendance et sur les. On peut couper l'enregistrement là, Monarch, ça t'embête pas? Ouais, je cut. Après, dis rien de confidentiel, hein. Non, mais Attends. juste. Faut dire au revoir parce que.